Quoi tout le monde? Bienvenue au TV à midi. Plus de 48 heures se sont écoulées depuis le puissant séisme qui a ravagé le Maroc. Le bilan, donc, s'est encore alourdi. Ce matin, on compte maintenant près de 2700 morts, autant de blessés. Chez nous, la communauté marocaine s'organise pour venir en aide aux proches. On va en parler dans un instant avec mon camarade Hadi. Mais d'abord, je commence avec Sylvain Drapeau. Sylvain, donc, il y a peu et de moins en moins d'espoir de trouver des survivants au fur et à mesure que le temps passe. On le dit souvent, les premières 48 heures sont cruciales. Les sauveteurs doivent cependant se rendre dans des endroits passablement reculés. Alors déjà, là, les bilans augmentent de jour en jour, là, depuis évidemment 48 heures. Des villages, donc, à flanc de montagne, complètement ravagés, complètement détruits. Alors, il faut évidemment chercher dans les décombres, mais il n'y a pas suffisamment de sauveteurs au moment où on se parle. Pour l'instant, là, vous avez vu ces bilans-là. Donc, ce sont des chiffres qui vont assurément changer. Et le problème, évidemment, c'est qu'il faut se rendre dans des endroits souvent coupés en raison, évidemment, des routes qui ne sont plus carrossables pour se rendre dans des petits villages, par exemple. Ça s'est passé, évidemment, environ 70 km au sud-ouest de Marrakech. Mais il y a eu quand même des décès jusqu'à l'autre côté de la chaîne de montagne des Atlas. Donc, à Ouarzazate, c'est quand même assez loin. Alors, il y a une situation urgente et désespérée pour la population. Je vous fais entendre un sauveteur espagnol sur place qui vient d'arriver dans un petit village. Nos encontramos en la población de Imintela, es una zona muy remota, nos ha costado casi 8 horas de carretera el llegar hasta aquí. No había llegado ningún grupo de rescate, hemos llegado junto a la policía. Bueno, y el nivel de destrucción es absoluto, ¿no? Posez leur aide, là. Plusieurs pays ont proposé leur aide sans obtenir de réponse, cependant. Le Maroc a accepté donc l'aide, l'envoi de sauveteurs de 4 pays seulement, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats arabes unis. Des équipes sont déjà sur place. Bon, on parlait des Espagnols, mais les Britanniques aussi, le Qatar notamment, déjà arrivés sur place. Alors, on se demande pourquoi, évidemment, d'autres pays qui ont offert leur aide, la France, les États-Unis, le Canada, mais bien d'autres, une soixantaine en tout, n'ont pas reçu, évidemment, de feu vert pour y aller. Bon, au royaume, là-bas, du Maroc, on insiste pour dire qu'il faut y aller par étapes. Mais pendant ce temps, les gens passent des nuits à l'extérieur et ça risque de se passer et durer pour un bon moment. Oui. Merci beaucoup, Sylvain. On poursuit sur le sujet maintenant avec Hadi, que je retrouve tout de suite en direct. Donc, Hadi, ici, dans la communauté marocaine au Québec, bien sûr, les gens veulent aider. Vous êtes avec un vétéran des Forces canadiennes qui, lui, a décidé de rester au Maroc pour aider les survivants, c'est ça? Oui, exactement, Michel. Je vous parle ce midi de Jonathan Rusty. Rusty, c'est son surnom, c'est comme ça qu'on l'appelle. Jonathan est âgé de 35 ans, vétéran des Forces armées canadiennes. Il a été déployé en Afghanistan. Il a fait partie de l'armée canadienne durant 8 ans, durant 8 années. Il a été confronté à plusieurs situations stressantes. Voilà que vendredi, Michel, il a atterri à Marrakech et quelques heures plus tard seulement est arrivé ce tremblement de terre. Pourquoi est-il allé à Marrakech? Bien, tout simplement pour assister au mariage d'une amie. Écoutez, depuis, il n'a pas le choix. Il a choisi de rester sur les lieux et de venir en aide aux personnes dans le besoin. Et ce qu'il fait essentiellement, c'est qu'il s'est greffé à une ONG qui distribue des repas aux personnes dans le besoin. Quand je lui ai parlé ce matin à Michel, il était en direction de Imlil, la région qui a été lourdement frappée par le séisme. On va l'écouter. Les gens dorment dans des tentes. Ils dorment vraiment à la belle étoile. Puis hier, on est allé porter 1200 sandwichs là, dans les petits villages. Ça faisait une journée qu'ils n'avaient pas mangé. J'aime tellement ça, voir les gens heureux. Puis en ce moment, ils sont en moment de crise. Et puis juste hier, quand je suis arrivé, j'avais le cœur gros. Quand on est arrivé dans le petit village, il était à peu près comme 10h30 le soir. On est arrivé avec des sandwichs, les enfants. Et tous les enfants sont venus, ils m'ont donné des câlins. Bon, en attendant, Hadi, l'aide s'organise aussi au Québec. Il y a une bonne communauté marocaine. Oui, exactement. Écoutez, Michel, les besoins sont très grands. J'ai parlé aujourd'hui avec une membre de la communauté marocaine dont la famille est sur place et famille qui a besoin d'aide, c'est ce qu'elle m'a dit. Il y a d'ailleurs plusieurs initiatives qui ont été mises en branle ici même à Montréal. C'est le cas au collège La Salle, au 2000 rue Sainte-Catherine-Ouest, où justement on collecte des objets et des dons. Je fais entendre cette jeune femme que j'ai rencontrée aujourd'hui. Ils vont mal, ils vont vraiment mal. Ils sont dans la panique, ils sont dans un état post-traumatique en fait. Ils sont aussi dans l'incertitude. On ne sait pas est-ce que ça va se reproduire, on ne sait pas si ça va mieux y aller. Il y a un besoin de relocalisation
pour les personnes qui étaient victimes du séisme directement. Il y a des besoins pour le corps de santé. Et je vous dis, Michel, en terminant, que la Croix-Rouge aussi recueille des dons actuellement pour venir en aide aux communautés marocaines. Merci, Hadi. Au revoir. Le ministre de la Santé va confirmer à 13h30 la construction d'un nouvel hôpital à Montréal. Alain, donc, on va annoncer de nouveau la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui, ça va être annoncé en 2018 par les libéraux. La coalition Avenir Québec revient de l'avant à 13h30 cet après-midi. Christian Dubé, la mairesse de Montréal, Valérie Plante sera là. Le député de la circonscription, le solidaire Vincent Marissal seront présents. Écoutez, Maisonneuve-Rosemont, c'est un des plus gros centres hospitaliers de la région de Montréal. On connaît les problèmes de l'hôpital, vétusté, problèmes de ventilation, la façade qui menace de tomber, des salles d'opération qui sont fermées. Il y a des problèmes d'humidité dans cet hôpital-là. On parle du plus important projet de construction au programme des infrastructures pour les prochaines années. C'est près de 5 milliards de dollars que le ministre de la Santé va annoncer. Plus de 700 chambres qui seront construites. Maisonneuve-Rosemont, c'est un hôpital qui couvre évidemment la région de Montréal, la Rive-Sud, mais également Laurentides, Lanaudière, la région de Laval, qui est très reconnue pour les spécialités qu'on offre à cet hôpital. Et selon les informations qu'on détient, là, parce qu'évidemment les plans ne sont pas totalement terminés, mais il n'y a pas énormément d'espace pour aller construire un nouveau centre hospitalier, donc ça risque de se retrouver. Vous allez voir la carte là, tout près de la rue Dixon, là, pour ceux qui vivent à Montréal, et le centre hospitalier actuel, donc dans le stationnement avec une partie du bois. Et rappelons que François Legault a envoyé un message. Il y a une pénurie de main-d'œuvre en construction et risque d'y avoir des formations beaucoup plus rapides, entre autres pour construire Maisonneuve-Rosemont. C'est ce qu'il a dit vendredi sans parler de l'hôpital. Écoutez-le. Il faut être capable de construire plus, puis de construire plus vite nos écoles, nos hôpitaux, notre transport en commun, notre logement, Hydro-Québec, les projets, les usines. On va avoir besoin de beaucoup, beaucoup de monde. Donc, ceux qui sont peut-être en réflexion pour un choix de carrière ou une réorientation de carrière, préparez-vous, là, on va arriver avec un chantier costaud. Formation payée et accélérée. Donc, la conférence de presse, c'est à 13h30 cet après-midi. Merci beaucoup, Alain. Pas de quoi? Et on va présenter cette conférence de presse sur les ondes de LCN dans la deuxième heure du TV à midi. C'est un jour de rentrée pour les Canadiens de Montréal. C'est le traditionnel tournoi de golf de l'équipe. Marc-André, donc, vous étiez là ce matin. Et on sent que la direction de l'équipe était frileuse lorsqu'on évoque les séries éliminatoires, même si on ne cache pas que les attentes, elles, restent élevées quand même. Oui, très, très élevé. Puis là, bon, c'est normal parce que vous le savez, première journée de rentrée, il y a cette effervescence là, au tournoi de golf parce que tout le monde est premier au classement. Ça fait pas exception chez le Canadien, mais effectivement, imagine, Jeff Gorton a parlé du mot en P, donc playoffs, les séries éliminatoires, donc la version française du mot en S. On veut pas évoquer le mot séries éliminatoires. C'est aussi fou que ça. On veut vraiment tempérer les attentes. On sait, là, c'est l'enjeu de la reconstruction. Je pense, mais comme le collègue Renaud Lavoie le disait là, de bonne façon, c'est comme si c'était la vraie année numéro 1 du plan Gorton, Hughes, Martin, Saint-Louis. Donc, attendez-vous pas à ce que le Canadien, on se contente de terminer dernier. Attendez-vous pas à ce qu'on se contente de terminer là, dans les 5 dernières équipes. On veut vraiment une progression. Et je pense que c'est Martin Saint-Louis qui l'a le mieux expliqué. Quelles sont les attentes précises cette année pour son groupe? On peut l'écouter. Moi, le succès, mesurer le succès, c'est tous les jours. C'est quoi tu fais aujourd'hui? Faut que tu gagnes la journée. C'est sûr, la journée d'un match, quand tu gagnes le match, mais là, tu penses que tu as gagné la journée. Mais des fois, cette petite victoire-là, mais c'est un nuage. Parce que tu n'as peut-être pas joué ton meilleur match. Là, c'est un band-aid quand tu as besoin d'une opération. Fait que, tu sais, c'est d'être vraiment honnête de nos performances. C'est sûr, gagner, ça nous fait bien sentir. Mais c'est d'être honnête comment vraiment on joue. Mais là, soyez assurés, là, on veut quand même gagner beaucoup plus de matchs que ce qu'on a fait au courant des 2 dernières saisons. Peut-être juste mentionner que le Québécois Mike Matheson, défenseur,
a été nommé assistant capitaine, donc à Nick Suzuki, en compagnie de Brendan Gallagher. Très, très mérité. C'est le joueur le plus utilisé et potentiellement le meilleur joueur chez le Canadien. Donc, à suivre, c'est un bel hommage pour lui. Ouais. Ben oui. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Salut. Bye-bye. Ah, ben, c'est le retour du beau temps aujourd'hui, Brigitte. Hein? Belle journée pour jouer au golf ou peu importe votre activité à l'extérieur. Sur la plupart des secteurs, je vous dirais peut-être un peu plus gris sur la Gaspésie, la région de la Côte-Nord. On a des petites averses ou de la bruine sur votre région. Mais dans l'ensemble, il y a du soleil. Mais demain, les nuages seront de plus en plus présents. On surveille un système, surtout pour mercredi et jeudi. Ça amène de la pluie, une petite baisse des températures, mais ce sera de nouveau à la hausse vers la fin de la semaine. On s'en reparle. À tantôt. Les secouristes sont engagés dans une course contre la montre au Maroc plus de 48 heures après le séisme. On parle avec Médecins du Monde dans le bulletin. Ce segment est une présentation de Tanguay. Que vous soyez assis, couché, semi-assis ou semi-couché, ce qui compte pour nous, c'est que toute la famille soit confortable. Chut, assis. Votre maison, votre zone de confort. Depuis toutes ces années, vous commencez à me connaître. Moi, j'aime ça quand ça bouge, quand la nouvelle évolue en même temps que vous en prenez connaissance. On vient tout juste d'avoir une nouvelle de dernière heure. 100% nouvelle, c'est ça, l'événement en direct. En semaine de 14h, sur LCN. La peau sèche requiert un peu plus de soins. Alors traitez-la aux petits soins avec la lotion hydratante quotidienne Aveeno à base d'avoine prébiotique nourrissante. Éprouvée en clinique, elle hydrate la peau sèche toute la journée. Essayez aussi notre formule visage. Aveeno. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. C'est de l'herbe à puce, ça? Ah ben non, ça ressemble pas à ça de l'herbe à puce. On dirait que mes mains brûlent. C'est de l'herbe à puce. Oui, lâche ça, mon grand. Pas les yeux. Arnois vous aide à vous déplacer, peu importe où vous allez. Vous êtes arrivé à destination. On est arrivé au zoo. Mais il y a une vache là-bas. Hein? C'est donc bien décevant. Au moins, c'est gratis. Ouais. Moi, j'ai 200 ans. Et voici mon histoire. De la France jusqu'en Abitibi, en passant par Magog et Sherbrooke, les filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus ont marqué l'histoire du Québec. Jusqu'au 22 décembre, visitez l'exposition Femmes au cœur du monde qui met en lumière l'œuvre de ces dames d'exception. Après 200 ans, nous sommes toujours aussi dévoués à Dieu qu'à la population. Femmes au cœur du monde, une présentation du Centre d'archives Monseigneur Antoine Racine de Sherbrooke. Mon amour, t'aurais-tu vu où la tondeuse? Stéphane, le voisin, l'a jamais ramené. Ah, puis se fait-tu encore du barbecue sur notre barbecue? Hey! Je te gage qu'il est sur notre Wi-Fi aussi, tant qu'à faire. Oui, je le déconnecte. Ah, ben là, elle a l'air toute triste. On pourrait pas, je sais pas, moi, réduire son temps d'écran ou quelque chose? C'est pas notre enfant. C'est Stéphane. C'est plus facile de mettre ses limites quand on a des technologies qui simplifient la vie. Avez-vous de la moutarde au moins? Une saison exceptionnelle mérite d'être prolongée. Jusqu'au 5 novembre, le train de Charlevoix vous transporte entre fleuves et montagnes pour admirer les splendeurs des couleurs d'automne. Départ de Québec, Baie-Saint-Paul et la Malbaie. Un succès immense. Traindecharlevoix.com. Bonjour, ici Angelo Lani de chez Dormez-vous pour vous présenter nos formidables bases réglables style de vie. Vous pouvez maintenant personnaliser votre façon de dormir à l'aide d'une télécommande vous donnant accès à des positions illimitées pour la tête et les pieds. Profitez aussi de fonctions de massage intégrées, d'une application pour votre téléphone et beaucoup plus. Pour une durée limitée, à l'achat de toute base réglable style de vie chez Dormez-vous, obtenez une remise de 15 % sur une carte promotionnelle. Une valeur allant jusqu'à 1 769 $. Dormez bien, portez-vous bien, dormez-vous. Si on est ensemble, sur cette même terre qui gronde, c'est qu'on se ressent, assez pour se agrandir ensemble. C'est une évidence, le bonheur ne voit pas nos différences. Mario, on peut prendre le temps de le lire et il peut vous accompagner partout. J'ai jamais vu une affaire comme ça. Là. Mais la seule place où vous pouvez le voir, c'est sur LCN. C'est pas une facile, celle-là. Mario Dumont, en semaine dès 10h. Alors, rendons-nous maintenant au Palais de justice de Montréal, car le très attendu témoignage de Mamadi Camara, qui avait été arrêté et accusé à tort de tentative de meurtre sur un policier du SPVM en janvier 2021. Donc, et Yves, on vient d'ailleurs d'entendre l'appel 911 que M. Camara a logé la journée de l'événement.
Absolument. Mamadi Camara, 34 ans, qui vient d'ailleurs de passer aux côtés de moi pour la pause du dîner ici au Palais de justice de Montréal, est venu dire au cours des dernières minutes dans une salle d'audience que plusieurs policiers avaient cette journée-là pointé leur arme de service en sa direction en disant « On a le bon gars, on a le bon gars, on l'a retiré de force de sa voiture, on l'a arrêté, même s'il clamait son innocence haut et fort, Michel. » Vous savez, il témoigne en ce moment dans le cadre du procès d'Ali Ngaroukié, 23 ans, qui serait à l'origine de cette violente attaque du 28 janvier 2021 en Parc Extension à l'égard du policier de Montréal, Sanjay Vig. Sanjay Vig qui menait cette journée-là une opération pour cibler les gens qui ont le cellulaire au volant, qui aurait été donc désarmé, puis on aurait même ouvert le feu en sa direction et ces gestes posés par Ngaroukié qui subit son procès présentement. Mais on le sait, c'est Camara, Michel, qui a été arrêté faussement dans cette affaire. Il a passé 6 jours en prison et tantôt, il est venu dire qu'il était dans sa voiture lorsque la violente attaque s'est produite. Il a même téléphoné le 911 et je vous cite ce qu'il a dit tantôt dans la salle d'audience. Il était quand même calme quand il a parlé. Il dit « Allô, allô à la répartitrice, je suis sur l'avenue Bloomfield à Montréal. Un policier m'a arrêté. Il y a quelqu'un qui est venu ensuite le frapper. Moi, j'étais dans ma voiture. Le policier a couru pour échapper à l'assaillant. Il y a eu un coup de feu. » Alors, Mamadi Camara va poursuivre son témoignage cet après-midi. Il va probablement aborder l'aspect de sa détention. Il avait été libéré finalement, je le rappelle, Michel, 6 jours après justement son arrestation, faussement arrêté dans cette histoire. Bon, vous surveillez aussi la comparution d'un automobiliste qui aurait foncé sur des piétons hier, Yves. Oui, absolument. C'est survenu dans l'arrondissement Saint-Laurent, sur Côte-de-Liesse. Vous allez voir des images qui ont été relayées. Souvent, c'est très nombreuses fois sur les réseaux sociaux. C'est un homme en sortant d'un concessionnaire auto avec une voiture BMW qui a dérapé après une puissante accélération, Michel, et il est allé heurter un lampadaire. Le problème, c'est qu'il y avait une jeune femme et un jeune homme qui attendaient. Il a heurté ces 2 personnes qui ont été grièvement blessées et il sera formellement accusé cet après-midi. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. La santé publique de Montréal ouvre une enquête afin de faire la lumière sur de possibles surdoses survenues hier au centre-ville de Montréal. Donc, Indé, le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, parle d'une journée triste à Montréal. Absolument. Il dit que de nombreuses vies humaines ont été frappées, Michel, et ce, en une seule journée. Tout de suite, on va voir d'abord une réaction de Luc Fortin du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, donc qui confirme effectivement que la Direction régionale de santé publique enquête actuellement afin de cerner les circonstances de ces surdoses, mais aussi de déterminer avec la communauté les interventions de sensibilisation à rehausser. Je poursuis avec l'attaché de Lionel Carman, puisque vous en avez parlé il y a un instant, Michel. Ça démontre l'ampleur des dégâts que peuvent avoir des opioïdes comme le fentanyl dans nos rues. La lutte aux surdoses est une problématique que l'on prend au sérieux. Bon, on est en étroite collaboration dans ce dossier avec le ministère de la Sécurité publique. Cela dit, Michel, c'est survenu donc hier en fin d'après-midi. Tout de suite, vous allez voir ces images vers 16 heures, rue Saint-Dominique, non loin d'Ontario. Les services d'urgence se déplacent et constatent effectivement qu'il y a 6 personnes qui sont mal en point, en détresse. Il y a plusieurs transports qui sont réalisés à ce moment-là vers les différents centres hospitaliers. Et au moment où on se parle, Michel, le SPVM confirme qu'il y a toujours une femme de 42 ans qui est dans un état critique en ce moment. On parle de possible surdose au fentanyl. Il y a une enquête qui a été déclenchée aussi par le service de police de la Ville de Montréal. On veut savoir qu'est-ce qu'il y avait dans ces substances qui ont vraisemblablement été consommées par ces personnes. Et les policiers du SPVM qui sillonnent aujourd'hui également les différentes rues à Montréal pour discuter avec les consommateurs. Tout à fait. On vit une crise qui était prévisible, qui a été prédite, qui s'aggrave, qui va s'aggraver. C'est vrai que c'est pas encore Vancouver, mais c'est pas une raison de se consoler en se comparant au pire, là. Cette hausse-là est surtout notée en période estivale, donc on parle de l'été, mais des événements comme celui d'hier, 6 cas d'intoxication de façon simultanée, c'est pas quelque chose qu'on rencontre souvent. En fait, on a tendance à sous-estimer le nombre de consommateurs de ces substances-là. Pourquoi est-ce qu'on les sous-estime? C'est parce qu'elles sont illégales et on se rend compte souvent de ces consommations-là quand des événements fâcheux, de surdoses, etc. surviennent, mais cette consommation-là, elle est existante depuis des décennies. Et je termine aussi en vous parlant des services sociaux parce que Québec précise dans un courriel, Michel, qu'on a déjà investi plusieurs millions de dollars ces dernières années. D'ailleurs, on en est à la
deuxième stratégie nationale de prévention de surdose depuis 2018, qui est rattachée à un budget d'à peu près 15 millions par année. Et on rappelle aussi les investissements que l'on a fait cet été, 36,9 millions sur 5 ans, différents organismes communautaires qui sont à la première ligne. N'empêche, ça ne règle pas tout, Michel. Est-ce que ça prend encore plus d'argent? En tout cas, voilà concernant ces détails. C'est survenu hier en fin d'après-midi. Ça continue de faire réagir la Direction régionale de santé publique qui ouvre aujourd'hui une enquête. Merci beaucoup, Andy. On en parlait vendredi, près de 2300 patients demeurent hospitalisés inutilement parce qu'ils attendent une place ailleurs. Catherine, la situation est telle là, qu'il y en a qui vont être transférés vers des résidences privées pour aînés. Oui, c'est le cas d'une famille à laquelle j'ai parlé en Outaouais. Leur proche était hospitalisée. Là. Elle a fait une pneumonie et par la suite, elle a été plusieurs semaines à l'hôpital parce que c'était un cas de CHSLD, mais il n'y a pas de place en CHSLD. Et vous allez le voir dans le tableau qui suit. Là. On parle d'une personne sur 3 en ce moment qui est à l'hôpital, qui est en attente d'être transférée en CHSLD. Et ce qu'on leur a dit à cette famille de l'Outaouais, c'est que si vous ne trouvez pas une place en résidence privée pour aînés, eh bien, on va vous charger pour l'hôpital. Donc, 750 $ par jour. Finalement, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ils ont réussi à trouver une résidence privée pour aînés. Mais étant donné que madame est un cas assez lourd de dégradation cognitive, ça ne se passe vraiment pas très bien, comme vous allez l'entendre dans l'extrait qui suit. Ils sont plus ou moins bien outillés ou formés, ne savent pas quoi faire avec elle. Donc, par exemple, parce qu'elle devient agitée et agressive assez rapidement. Donc, admettons, elle est en opposition pour se faire changer sa culotte ou pour se changer en pyjama. Au lieu d'insister auprès d'elle, ils vont juste la laisser faire. Donc, elle se couche souvent habillée, elle ne se fait pas changer souvent sa culotte. Il faut préciser que ça coûte 5 000 $ par mois à cette famille d'avoir leur mère en résidence privée pour aînés, imaginez. Et j'ai parlé avec le Conseil de la protection des malades. On dit qu'on entend constamment des cas comme celui-ci. Et pour eux, c'est inacceptable qu'on menace de payer pour l'hôpital si on ne trouve pas un autre endroit pour un proche. Je vous invite à les écouter. C'est la faute de l'État. Quelqu'un m'a déjà dit, ben là, Maître Brunet, si on pousse pour que votre patient puisse entrer plus vite en CHSLD, vous enlevez la place à un... Non. Vous ne mettrez pas ça sur notre dos et encore moins sur celui du CPM. C'est la faute de l'État de ne pas avoir, de ne pas offrir plus de lits qu'actuellement. C'est vous qui devez payer pour, pas les gens. Et vous l'avez dit d'entrée de jeu, là, 2300 personnes en ce moment qui sont inutilement à l'hôpital. Il faut préciser qu'en janvier dernier, c'était 1770. Donc, c'est en augmentation constante. Et je parlais avec cette famille, ils me disaient, nous, on est très présents, on est souvent auprès d'elles. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les aînés qui n'ont pas de proches? Parce qu'on en voit souvent là, au niveau des résidences privées pour aînés. Bien, on se questionne là, sur le fonctionnement. Merci beaucoup, Catherine. Alors maintenant, Joliette, où se tient le procès d'Alexandre Boudreau-Chartrand, lui accusé de meurtre non prémédité de sa conjointe. Elisabeth, donc, les membres du jury ont maintenant été choisis. Voilà, sélection du jury complétée. Alors, ça va reprendre cet après-midi parce qu'il y a des directives à donner au jury et ensuite, ce sera la déclaration d'ouverture. Michel, vous allez voir des images de l'accusé lors de son arrestation. Alexandre Boudreau-Chartrand, un homme de 38 ans là, qui fait face, vous l'avez dit, à une accusation de meurtre non prémédité, donc pour le meurtre de celle qui était sa conjointe Andréane Ouellette. La victime, c'est une femme de 32 ans qui était mère de 5 enfants. Le meurtre là, qui remonte d'ailleurs à septembre 2021, on l'avait couvert là, du côté de Saint-Donat dans la Nodière. Aujourd'hui, là, je vous le disais, cet après-midi, déclaration d'ouverture, il y a des directives à donner et c'est demain en fait là, que devrait débuter la présentation de la preuve. Alors on reste ici bien sûr pour suivre le tout au Palais de justice de Joliette. Merci Elisabeth. À Québec, du nouveau dans le dossier de ce corps retrouvé dans l'incinérateur vendredi dernier. Sébastien, donc on apprend que la victime serait un sans-abri. Oui, tout porte à croire.
Effectivement que l'homme de 61 ans qui a été retrouvé sans vie à l'incinérateur vendredi vivrait donc d'une situation d'itinérance. C'est ce que nous confie le service de police de la Ville de Québec qui a pu identifier la personne là, par processus d'enquête. Maintenant, on tente de joindre des proches de l'homme de 61 ans là, avant de dévoiler son identité publiquement. Maintenant, pour ce qui est de l'enquête policière, elle se poursuit. Il n'y a toujours aucune hypothèse qui était sur la table qui a été écartée. Est-ce qu'il s'agit d'un geste volontaire? Est-ce qu'il y a un accident? Est-ce qu'il y a une incidence criminelle derrière tout ça? Il y a une autopsie qui sera pratiquée cette semaine sur le corps de la victime et ça devrait permettre là, d'écarter ou à tout le moins là, d'éclaircir certaines pistes pour les policiers. Maintenant, on a discuté de la situation et de cet événement avec le directeur général de l'Aube-Rivière, Éric Boulay, qui est préoccupé, oui, même s'il n'a pas d'indication claire sur l'identité de la personne, ni non plus s'il s'agissait d'un homme qui fréquentait ou qui utilisait les ressources de l'Aube-Rivière. Écoutons ce qu'il avait à dire. Quand j'apprends ces choses-là, moi, le matin, en me levant, écoute, je l'apprends, c'est une nouvelle, c'est une brique, là, parce que c'est très, très triste d'apprendre ça. On a eu, il n'y a pas si longtemps, un décès sur le bord de la rivière Saint-Charles. On sait que les gens qui sont dans la rue sont très à risque. Des fois, on est sur une mince couche de glace, que ce soit l'hiver à cause du froid ou l'été à cause des conditions de vie. Ce qu'on sait actuellement, un refuge, par exemple, parce que je peux parler pour ma paroisse, là, un refuge comme l'Aube-Rivière refuse des fois jusqu'à 15 à 20 personnes faute de place. Alors, quand on sait qu'on refuse autant de gens, on sait que les gens sont à risque. Oui, les gens sont à risque. On refuse des gens à l'Aube-Rivière. Maintenant, l'itinérance bien présente à Québec. M. Boulay nous disait, par exemple, quand le 1er juin et le 31 août dernier, là, 75 de la clientèle était des nouveaux visages. Alors, c'est dire à quel point tout ça est en mouvance. On a discuté avec certaines personnes de la rue, des gens qui vivent de l'itinérance. On est préoccupé par ce qui s'est passé vendredi, évidemment, et on a hâte de comprendre. Merci beaucoup. Nous sommes le 11 septembre. Les États-Unis commémorent, comme à chaque année, les attentats qui ont changé le cours de l'histoire américaine récente. Des cérémonies donc ont lieu un peu partout au pays. Le président Biden va participer à celles qui vont se tenir en Alaska, lui qui est de retour d'une tournée en Asie. Il y a 22 ans déjà, des avions s'écrasaient sur les tours jumelles à New York et sur le Pentagone à Washington, de même que dans un champ en Pennsylvanie. Les attentats terroristes ont fait près de 3000 morts. Vendredi dernier, les autorités de New York ont annoncé avoir réussi à identifier les restes de 2 autres victimes de l'effondrement du World Trade Center. Ce segment, une présentation des canards du lac Brome. À cuisiner ou prêt à servir, il y a 1001 façons de déguster les canards du lac Brome. Les meilleurs du coin. C'est le plus gros show de camions monstres au Canada. Pour une seule fois en 2023 au Stade olympique de Montréal. Monster Spectacular. Samedi le 30 septembre avec les camions vedettes Overkill Evolution, Bounty Hunter, Scarlet Bandit et plus encore. C'est le grand retour des pilotes américains. Aussi freestyle motocross avec backflip renversant. Monster Spectacular à Montréal au Stade olympique samedi le 30 septembre à 19h. Billets en vente sur ticketmaster.ca. Il faut avoir des personnes compétentes. Vous aussi pouvez faire partie de l'actualité. Ce sont des propos que vous avez qualifiés de consternants. Écrivez-nous et partagez-nous vos opinions et vos solutions. Vous pouvez faire la différence. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperez plus haut, et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. On plume la mafia, vous êtes sûr? Faut pas avoir froid aux yeux si on veut 15 millions. Vous faites quoi dans la vie? Je suis professeur de yoga. Et vous? Je suis une ex-miss qui bosse à la NASA. Vous n'allez pas pouvoir vous en sortir avec un numéro d'illusion. Vous nous devez les millions que vous avez volés. Dites-moi un truc vrai. Je suis un criminel. Je bosse à la CIA. Ces liens qui nous unissent. Jeudi 20h. Ces écureuils-là sont meilleurs que nous autres pour en mettre de côté. Et plus prévoyant. Essayez de trouver l'écureuil en vous.
Avec l'appli BMO, vous pouvez épargner en définissant vos objectifs et en suivant facilement les progrès de chacun. Comme les petits écureuils. Ça pourrait nous aider à refaire le terrassement. On n'est pas gênés. Quand une banque vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Les passagers Gauthier et Morin en provenance d'un gros dégât d'eau le mois dernier sont priés de se présenter à bord du vol Calinette pour la destination de leur choix. Imaginez, jusqu'au 30 mars 2024, c'est un gagnant aux 10 jours pendant 300 jours. Et qui sait, vous pourriez être l'un d'eux. Alors, vous avez choisi votre destination? Un dégât d'eau, je gage. Même pas. On a juste fait nettoyer au conduit de ventilation. Les 30 ans de Calinette, ça se fête partout au Québec. Je rêve à quelque chose de douillet. Comme un chaton enveloppé de cachemire. Moi, j'ai besoin d'un matelas ferme. Vous pouvez avoir les deux. Un matelas qui offre le parfait équilibre entre confort et soutien. Chez Dormez-vous, on veille à votre sommeil. L'événement Méli-Mélo est en cours. Les événements s'enchaînent en rafale dans l'actualité internationale, vous le savez bien. À contexte, on s'assure que vous sachiez d'où ça vient et où tout ça s'en va. Retrouvez-nous du lundi au jeudi dès 20h à LCN. Bon, évidemment, c'était des images terribles qui nous parviennent depuis cette fin de semaine du Maroc où un terrible tremblement de terre a ravagé le pays. Des villages entiers, des régions entières qui ont été secouées et les dégâts sont importants. Les pertes de vies humaines aussi, on était à autour de 2700 personnes qui ont perdu la vie, à peu près autant de blessés et ces bilans vont encore augmenter malheureusement. Il y a de l'aide qui se dépêche sur place, bien entendu, mais les premières heures et les premiers jours sont souvent les plus cruciaux. Parlons de tout ça avec Manon Ourdin, elle est la directrice des opérations internationales chez Médecins du Monde Canada. Madame Ourdin, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, évidemment, les besoins ils sont immenses là, quand un tremblement de terre de cette ampleur frappe un pays comme le Maroc aussi, où les infrastructures, les maisons, les bâtiments, tout ça, peuvent être encore plus affectés qu'ailleurs dans le monde, disons-le comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Puis aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on envoie comme aide là? Qu'est-ce qui est le plus pressant? Alors, il y a plusieurs choses qui se mettent en œuvre en parallèle. Nous, chez Médecins du Monde, on est une organisation médicale, donc forcément, on va plutôt regarder ce qui se passe au niveau de la santé. Donc, tout d'abord, il y a sortir les personnes blessées des décombres. Donc, c'est ce qu'on va appeler recherche et sauvetage, qui a lieu justement dans les premiers jours. Et en parallèle, il faut évidemment fournir une assistance médicale, donc tout ce qui va être traumatologie, chirurgie. L'avantage là, c'est que les hôpitaux de Marrakech, de Agadir fonctionnent encore, donc il y a des structures de santé sur lesquelles on peut évacuer les blessés. En parallèle, bien sûr, il faut distribuer des kits de survie parce qu'on a des personnes qui sont en dehors de chez elles, qui ont tout perdu. Donc, il faut qu'elles aient accès à de la nourriture, à de l'eau potable. Il faut qu'elles aient accès à des articles ménagers essentiels, à des produits d'hygiène. Et nous, ce qu'on va faire vraiment, c'est qu'on va évaluer aussi l'impact sanitaire que ça peut avoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc, c'est aussi éviter tout de suite qu'on ait une catastrophe sanitaire plus grande qui se passe quand ça fait plusieurs jours, semaines, qu'on a des personnes qui vivent dans des conditions d'insalubrité. Donc, c'est surtout dans des ça. pays comme le Maroc où il peut faire quand même faire très chaud. Madame Ourdin, bon, évidemment, je disais tantôt, les premières heures sont cruciales. On cherche, mais à un moment donné, un des risques, c'est que la capacité de traiter les gens est limitée. On a beaucoup de blessés. Comment on organise des secours dans des conditions aussi extrêmes? Là, dans le cadre de cette catastrophe-ci, la coordination, elle se fait avec les autorités marocaines et ce sont vraiment les acteurs de la société civile, donc les acteurs locaux qui sont présents et qui peuvent répondre. Donc, Médecins du Monde, ça fait 10 ans qu'on est présent au Maroc et on a 2 partenaires qui sont dans ces zones-là. Ils sont en train d'évaluer les besoins, d'évaluer aussi l'état des structures sanitaires parce que donc il y a plusieurs centres de santé qui sont dans la zone. C'est quoi leur état? Est-ce qu'ils peuvent encore fournir des soins? Les prestataires de santé, est-ce qu'ils sont décédés? Est-ce qu'ils sont présents? Est-ce qu'ils peuvent aussi soigner? Parce que c'est toujours ça aussi la difficulté. C'est que les personnes qui soignent, elles aussi, elles vivent cette catastrophe-là. Donc, c'est quoi l'état des lieux et c'est quoi les besoins qu'il y a vraiment pour qu'on puisse venir combler ces besoins. On se repose beaucoup sur les partenaires locaux. Le Maroc, c'est un pays qui a des ressources pour faire face aussi à des urgences. Donc, c'est eux qui lead la réponse et le but, c'est de les appuyer.
Donc là, c'est un peu les écouter, les appuyer, voir ce que eux décident de faire et voir comment nous, on peut pousser et leur fournir l'aide nécessaire. Bon, tantôt, vous disiez, dans les premières heures, les premiers jours, évidemment, on cherche des victimes, des survivants, en fait, parmi les décombres. La situation évolue au fur et à mesure que les jours passent. La menace, ça devient cette crise sanitaire, parce que là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent. J'entendais tantôt, il y avait un secouriste sur place qui nous disait, bon, bien, les gens n'avaient pas mangé depuis la veille, donc ça nous montre que même les besoins de première nécessité peuvent manquer. Cette deuxième phase là qu'on commence déjà, j'imagine, à organiser, comment on définit puis comment on organise tout ça? Comment on organise? Donc, il y a beaucoup de coordination, beaucoup de réunions aussi pour savoir qui est où, qui fait quoi, qui a quelles ressources. Le but, c'est d'éviter de dupliquer les efforts, mais vraiment d'essayer de couvrir le plus de besoins possible. Les derniers chiffres, là, c'est on a 300 000 personnes qui sont affectées et on n'a pas encore eu accès à toute la zone qui a été touchée par ce séisme. Donc, c'est des chiffres qui sont vraiment très importants. Il y a des villages entiers, on le voit, qui ont été détruits. Qui est là, qui est disponible. Après, ça va être justement les organisations. On a des secteurs différents qui se complètent. Donc, c'est réussir à faire travailler tout le monde ensemble pour pouvoir couvrir les besoins sanitaires, les besoins en eau potable, les besoins en nourriture et qu'on ne se retrouve pas avec justement une crise multisectorielle. Évidemment, des difficultés, les gens qui se précipitent sur le terrain pour aider, puis les Médecins du Monde, c'est aussi votre mission, c'est que quand on arrive dans des pays comme ceux-là, dans des situations comme celle-là, on arrive dans des conditions difficiles. Au plan humain, c'est un travail difficile aussi quand même, Mme Jourdain. Ben, ça l'est pour tout le monde, pour les populations, pour les prestataires de santé. C'est sûr que pour nous, l'important aussi, ça va être de maintenir un continuum de soins parce que donc il y a les besoins immédiats, mais il y a aussi plein d'autres besoins de santé qui continuent. On l'avait vu ici avec la Covid quand il y a une rupture des services de santé. Les maladies chroniques, elles doivent continuer à être prises en charge. Les médicaments doivent continuer à être disponibles. Tout ce qui est santé sexuelle et reproductive, il faut que les femmes continuent à avoir accès à de la contraception. Puis la santé mentale, ben, ça va être un enjeu. Ça l'est déjà. Comment on fait pour appuyer les gens? Il y avait des systèmes déjà au Maroc qui fonctionnaient avec des lignes pour faire de l'appui psychosocial. Ça existe, ça sert, mais il y a juste plus de besoins. Donc, comment on fait pour renforcer ça? Manon Jourdain, donc directrice des opérations internationales chez Médecins du Monde Canada. Bon courage et bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon, cette situation, on la comprend très bien, sème l'inquiétude chez beaucoup de Québécois d'origine marocaine. Il y a de la famille là-bas, des gens qu'on connaît, des proches. Amélie, il y en a beaucoup là, qui ressentent un sentiment d'impuissance devant ce qui se passe là-bas quand on est à distance. Absolument. C'est le cas ici, par exemple, de Mohamed Soulami, qui est un homme de Sherbrooke, qui est originaire de Casablanca et qui habite Sherbrooke depuis maintenant 35 ans. Je l'ai rencontré justement cet avant-midi. Heureusement, tous ses proches sont sains et saufs, mais au-delà du soulagement que ça apporte maintenant, toutes ses pensées sont maintenant dirigées vers les familles des victimes. Et rapidement, ici à Sherbrooke, on est passé de l'émotion à l'action. Donc, il y a une levée de fonds d'ailleurs qui s'organise depuis quelques jours avec Mohamed Soulami et l'organisme Action interculturelle, une levée de fonds qui vraisemblablement devrait être accessible d'ici la fin de la journée. Mais rapidement, on a senti que la communauté marocaine s'est mobilisée depuis vendredi soir. Écoutons les réactions. C'est ça les catastrophes naturelles. On se sent impuissant, mais de l'autre côté, on relativise et on dit d'accord, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, avant même qu'on lance, il y a des personnes qui m'ont contacté là, puis qui m'ont dit nous on est prêts à soutenir. Donc tout va être important. Bon, au centre du Québec aussi, la communauté marocaine se mobilise là. Oui, parce qu'on estime qu'il y a entre 200 et 250 familles marocaines qui se trouvent au centre du Québec. Michel, parmi celles-ci, il y a celle d'Imad Saoudi. Sa famille, lui habite à Drummondville depuis maintenant 2016, mais il a encore des proches qui habitent toujours au Maroc. Heureusement qu'il se trouve à 200 kilomètres de l'épicentre. Mais maintenant, là également, on se mobilise à mettre en place de l'aide et il lance d'ailleurs cet appel à la communauté. Notre idée, c'est plus de viser le moyen terme, de reconstruire les routes, de reconstruire les maisons. Donc, c'est de pouvoir aider plus à moyen terme, effectivement. Des centaines de villages et de paysages qui sont détruits, que malheureusement, on ne voit pas encore, puis qu'on entend juste parler pour l'instant.
Donc, ceux-là, c'est sûr qu'ils auront besoin de reconstruction. Alors, une communauté qui est ébranlée, oui, mais qui est également mobilisée. Vous voyez justement ici dans nos régions ces gestes de solidarité qui se multiplient depuis cette fin de semaine. Merci beaucoup, là. Au revoir. Décidément, c'est pas facile par les temps courts pour le premier ministre Justin Trudeau quand il voyage en Inde. Le sommet du G20 s'est conclu hier, Olivier, sauf que M. Trudeau est toujours coincé là-bas. Oui, voilà, Michel, c'est en raison d'un problème technique là, sur l'avion du premier ministre, le CFC-01. Le département de la Défense nous confirme que c'est une composante de l'avion qui doit être remplacée et que ça a été découvert dans les protocoles avant le vol, donc les contrôles de sécurité, et que là, il y a un autre avion qui se dirige vers l'Inde, le CFC-02, pour aller récupérer la délégation canadienne. Au bureau du premier ministre, on nous dit que, dans le meilleur des mondes, cet avion-là pourra décoller mardi après-midi. C'est donc 40 heures environ là, plus tard que le départ initial qui était prévu à la fin de ce sommet du G20 pour Justin Trudeau. Donc, il va arriver, lui, pas mal serré là, pour le début du caucus national qui aura lieu mercredi, qui s'ouvre donc à London cette semaine. C'est pas la première fois que cet avion-là a des problèmes techniques. Il y a eu plusieurs épisodes qui ont été répertoriés dans le passé. Il faut dire que c'est un avion qui est en service depuis 1992 dans l'ère de Brian Mulroney, donc il commence à avoir de l'âge. Et Michel, pendant que Justin Trudeau attend son avion... Captain, warning, a little bit of turbulence, but it will only last about 2 years. Ouais, Pierre Poilievre qui joue au capitaine et détrompez-vous, là, il n'est pas en direction de l'Inde pour aller récupérer le premier ministre. C'est plutôt un vol entre Québec et Calgary à la suite du Congrès conservateur. Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est parce que ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, cette vidéo-là. Il y a des internautes qui s'insurgeaient du fait qu'un politicien puisse prendre le micro comme ça dans un vol commercial et s'adresser aux passagers. Mais il y a eu des précisions par la suite en disant que c'était un vol spécial qui avait été ajouté par WestJet justement pour transporter les délégués du Parti conservateur vers le Congrès qui se tenait à Québec. Oui. Merci beaucoup, là. Je vous en prie. Le député fédéral indépendant de Richmond-Arthabasca, Alain Reyes, annonce qu'il quitte la vie politique à la fin de son mandat. Jasmin, plusieurs le voyaient faire le saut sur la scène provinciale, mais il ferme la porte à ce scénario-là. Il quitte tout simplement. Complètement, effectivement. Vous ne le verrez pas chez les libéraux provinciaux, dans aucun autre parti politique, ni au fédéral, ni au provincial non plus. Alain Reyes a été catégorique ce matin. Il va terminer son mandat. Là. Ça, il a voulu rassurer aujourd'hui les citoyens de Richmond-Arthabasca, mais il ne se représentera pas aux prochaines élections fédérales et il va faire autre chose. Quoi? Il ne le sait pas. Qu'est-ce qui a motivé sa décision? Il dit qu'il y a encore le feu sacré de la politique. Il a encore envie de servir ses concitoyens, mais après 15 ans de politique active, comme candidat au provincial, maire de Victoriaville, député fédéral, il dit qu'il commence à sentir la fatigue. Il commence aussi à être affecté par le climat là, et les tensions sur les réseaux sociaux. Il dit que sa famille également a beaucoup écopé et que c'est le temps maintenant de penser d'abord et avant tout à sa famille. On écoute Alain Reyes. C'est pas temporaire, puis j'ai pas l'intention, comme certains laissent présager, de préparer un saut en politique provinciale, parce que j'ai eu plusieurs commentaires par rapport à ça, ni comme député, ni à la chefferie d'un parti politique. Ça, en passant, c'est réglé, c'est clair dans ma tête. Je fais vraiment une croix à court, moyen et long terme sur la politique active, mais j'ai encore le goût d'aider, de contribuer. J'aime être avec les gens, c'est sincère, c'est en dedans de moi, cette partie-là. Puis je veux trouver une façon, puis c'est ça que les prochains mois vont me montrer dans les opportunités que je verrai devant moi. Mais entre-temps, j'ai un mandat à finir. Les gens m'ont fait confiance, puis mon objectif, c'est de l'honorer. Beaucoup de réactions, évidemment, suite à cette annonce-là. On vous en présente quelques-unes en rafale sur X. Jean Charest qui a souligné la générosité, l'empathie et le dévouement de M. Reyes. Il y a le ministre fédéral libéral, Jean-Yves Duclos, qui l'a remercié d'avoir servi le pays. Il a souligné aussi son intégrité. Et sur un volet plus local, le maire de Victoriaville, Antoine Tardy, qui parle d'un homme de cœur, un grand défenseur des intérêts de Victoriaville. Et il dit également qu'il a été son modèle en politique. Merci, Jasmin.
Sonia, vous nous racontez l'histoire touchante d'une miraculée à Saguenay. Oui, l'histoire de notre collègue de travail ici à TVA Saguenay qui a survécu à un gros problème de santé, mais surtout qui a survécu grâce aux dons de sang. Je vous raconte son histoire dans quelques minutes. Restez là. Voici pourquoi près de 3 millions de personnes regardent LCN chaque semaine. On regarde des images qui nous parviennent de Chapette. C'est des images apocalyptiques. Ces cellules orageuses ont amené des quantités d'eau impressionnantes qui ont paralysé une partie du réseau routier. Si on atteint ce niveau, ce serait du jamais vu depuis les années 60. Quand un événement important arrive, les Québécois choisissent LCN. Soyez les premiers informés avec TVA Nouvelles. Des secteurs de l'économie roulent au ralenti et tout coûte cher. On cherche tous à économiser, mais où couper? Suivez nos reportages sur LCN et soyez à vos affaires. 8 communautés paisibles. Homicide. Les gens étaient bouleversés. C'est vraiment un choc. Il n'y a même pas de mots pour le décrire. J'avais jamais de réponse, là. Jamais, jamais, jamais. On était complètement dévastés. C'est arrivé près de chez vous. Une nouveauté, dès le 22 septembre, 21h, sur Moi et compagnie. Bienvenue dans les coulisses de Bloom par Dormez-vous, où leurs experts en sommeil ont travaillé sans relâche pour perfectionner votre matelas Bloom. Venez. Bloom a été conçu pour offrir beaucoup de soutien et être respirant. En plus, il est super confortable grâce à la mousse mémoire infusée de gel et il régule la température grâce à la mousse de charbon de bambou. Bloom, un matelas dans une boîte conçu pour votre meilleur sommeil par nos experts en sommeil. Alors vous savez que vous obtenez un super matelas à partir de seulement 399 $. J'adore l'énergie de la ville. Mais il n'y a rien qui vaut le calme de mon Sportage. Un habitacle confortable, une autonomie exceptionnelle. Apaisez votre quotidien avec la tranquillité et les technologies du Sportage, comme l'assistance intelligente de stationnement télécommandé. Achetez votre Sportage aujourd'hui. Kia, du mouvement vient l'inspiration. Une grosse journée en vue? Mais une douleur inattendue vient gâcher vos plans. Pour soulager vos douleurs musculo-squelettiques, pensez à Génacol Action Rapide. Il est cliniquement démontré qu'avec ses effets analgésiques, le tout nouveau produit naturel Génacol Action Rapide réduit rapidement les douleurs musculaires et articulaires. Soyez prêts à affronter vos journées, peu importe ce qu'elles vous réservent, grâce à Génacol Action Rapide. Génacol, tu me fais du bien. Vous êtes bien parti. Voilà. C'est une belle saison 4 qui débute. Bon, on répète souvent que les dons de sang sauvent des vies, c'est vrai. Et il y a une femme de Saguenay qui peut nous en parler aujourd'hui. Sonia, donc, Véronique Blackburn, ça lui a sauvé la vie, elle. Oui, vraiment. Les dons de sang lui ont sauvé la vie, sa bonne santé physique aussi, l'équipe médicale, sa détermination également. Mais écoutez, Véronique Blackburn, c'est notre collègue de travail. Elle a 45 ans, elle est super en forme. L'endroit où je me trouve, c'est sur le mont Sainte-Claire, vous connaissez probablement. C'est une bonne montagne, comme on dit. Question de se tenir en forme, Véronique la montait, cette montagne en vélo, une quinzaine de fois sur l'heure du midi, comme ça, tous les jours. Mais le 17 mai, ça a mal tourné. Véronique souffrait, sans le savoir, d'une maladie génétique et son cœur, l'aorte, s'est sectionné. Imaginez, c'est l'urgence des urgences. Écoutez bien ce qui s'est passé à l'hôpital, vous comprendrez. Là, j'étais avec mon conjoint, je me dis, c'est peut-être la dernière fois que je le vois. Mes enfants, non, pas le temps de les appeler.
Bon, j'ai eu une belle vie. Bon, si je décède maintenant, est-ce que je suis satisfaite de ma vie? Je me suis dit, oui, j'ai fait des belles choses, j'ai voyagé, mes enfants sont en sécurité avec leur père, qui est une personne extraordinaire. Je pouvais partir avec une certaine sérénité, mais je voulais pas mourir. Mon conjoint a eu le réflexe, on se l'est dit, on s'est dit, c'est peut-être la dernière fois qu'on se voit. Il a pris une photo, puis cette photo-là, je la trouve importante, parce que c'est vraiment le moment précis où le dernier moment qu'on a passé ensemble, qu'on était sûr d'être ensemble. Qu'on était certain d'être ensemble. Alors, elle a passé des heures sur la table d'opération. Elle a reçu l'équivalent de 30 à 40 donneurs de sang. Imaginez, c'est énorme. Elle avait déjà fait, elle aussi, des dons de plasma et elle veut aujourd'hui convaincre les gens de donner. J'ai pris la peine 22 fois de me déplacer puis d'aller donner de mon plasma. Bien ça sauve des vies aussi. Bien, c'est pour ça que je comprends maintenant l'importance de donner du sang, puis c'est pour ça que j'invite les gens à y aller, parce que vous pouvez mettre un visage sur une vie que vous avez sauvée, les donneurs. En tout cas, Michel, elle nous a convaincus, moi et mon caméraman. Ce sera notre premier don de sang mercredi. On a pris notre rendez-vous. Oui. On est content de voir qu'elle va bien quand même. Merci beaucoup. Vraiment content de l'avoir avec nous. Salut, là. Quand même. Après la pause, Christine, c'est la rentrée à TVA ce soir. Ça veut dire le retour de plusieurs séries populaires, dont la quotidienne Indéfendable. Avec Sébastien Delorme, Anne-Élisabeth Bossé, ça reprend du service ce soir. Même chose pour Si on s'aimait. On vous présente des extraits des épisodes qui vous attendent aujourd'hui dans quelques minutes. Après le souper, qu'avez-vous retenu de l'actualité? La question est cruciale. Paul Larocque et toute son équipe vous font le bilan. Ben, t'as pas fini parce que j'en ai une autre pour toi. Ça part ces chapeaux de roue, là. Le bilan, tous les soirs de semaine, 19h, sur LCN. Prêt? Peu importe ce que vous cherchez. Peu importe où vous le cherchez. Pour vous aider à le trouver, vous pouvez compter sur Jeep. Bon pitou! Jeep Grand Cherokee, le VUS le plus primé de tous les temps. Ça, c'est inspirant. Important. Est-ce que vous dormez autant que vous le méritez? Eh bien, le moment est enfin venu d'aimer le sommeil autant que nous. Sur un matelas Casper, conçu avec l'obsession de vous procurer le meilleur sommeil. Alors, serrez votre oreiller contre vous, tirez ses couvertures, prolongez votre sommeil comme jamais. Tout pour l'amour du sommeil. Magasinez les matelas Casper dans un dormez-vous près de chez vous. La Prise, des solutions d'avant-garde en construction, propulsées par la technologie et la préfabrication. Des systèmes constructifs performants, un concept optimisé de multilogement et des designs intelligents pour construire plus efficacement, plus rapidement et éco-responsablement. Maisons individuelles, maisons de ville et projets multilogement. La Prise, innovation en construction et préfabrication depuis plus de 30 ans. Les envies de fumer peuvent se pointer à tout moment. Apprenez à les gérer une à la fois avec l'accompagnement personnalisé de J'arrête. 3 services confidentiels et gratuits pour arrêter de fumer. Quand on comprend, on peut agir. On explique. On simplifie. On débat. Toujours à l'affût. Toujours en direct. C'est notre devoir. Notre mission. Notre vocation. T'as de la visite à réception. Je te laisse 2 minutes pour régler ça, sinon notre offre tient plus. Je pense que McDonald va faire un arrêt cardiaque. Tu vas moi chercher un coupable, mais... Bien, les nouvelles ne s'arrêtent jamais, mais la saison de TV, c'est pas pareil. Et ça commence, donc, cette saison commence officiellement aujourd'hui à TVA. Donc, la série Indéfendable, très populaire, là, reprend du service à compter de 19h, Christine. Et bon, le premier épisode va répondre à une question que beaucoup de fans se posent depuis la finale de cette première saison très courue.
On se demande ce qui s'est passé avec Maxime, le policier, le personnage joué par Mathieu Baron, qui était présent lors d'une fusillade qui a vraiment bouleversé les téléspectateurs à la fin de la première saison. Alors, c'est le copain de l'avocate Marianne Desjardins, joué par Anne-Élisabeth Bossé. On sait que peu importe la réponse qu'on aura ce soir, sa vie à elle sera bouleversée, chamboulée par cet événement. Voici un extrait de ce qui vous attend aujourd'hui. Ça sort, là. Dernière heure. Fusillade au marché du centre. On rapporte au moins une victime et 2 blessés graves. Parmi les victimes, on compte... On compte quoi? Un policier. Bien sûr, on ne veut pas arrêter ça. Là. Après Défendable, Christine, c'est le retour de Si on s'aimait ce soir aussi? Au printemps dernier, on avait fait une incursion dans la vie de couple en difficulté. Cette fois, on retrouve la formule originale des célibataires en quête de l'amour avec les conseils de l'experte en accompagnement relationnel Louise Sigouin, Guillaume Lemétivierge, Émilie Bégin de retour pour commenter le tout, bien sûr. Voici un extrait de l'épisode ce soir, 19h30. T'étais combien de temps avec le père d'Attila? 7-8 ans. Qu'est-ce qui a mené à cette rupture-là? C'est une personne, c'est drôle de dire ça quand même, mais une personne très centrée sur lui-même. OK. Moi, je suis tout le contraire. Moi, je donne, je m'occupe des autres. Avant toi? Vraiment. Puis j'ai été déçue en tant que femme, en tant qu'amoureuse. Et Michel, en plus d'Indéfendable et Si on s'aimait, il y a Sorcière, nouvelle série ce soir. Préparez le popcorn, vous en aurez besoin pas mal pour votre soirée télé à TVA. Sorcière, c'est dès 20h et il y a 2 épisodes pour vous. Merci, Christine. Plaisir. Les événements s'enchaînent en rafale dans l'actualité internationale, vous le savez bien. À contexte, on s'assure que vous sachiez d'où ça vient et où tout ça s'en va. Retrouvez-nous du lundi au jeudi dès 20h à LCN. Il s'est développé une espèce de compétition malsaine entre la brigade puis Cerbère. Il faut briser ça. Nouvelles enquêtes. Je pense que le party est plus gros qu'on pensait. Nouveaux suspects. La force de notre équipe, ça a toujours été la confiance. Et puis l'histoire de Marc-André, on dirait que je doute de tout le monde. Alerte, dès le 18 septembre, à TVA et sur TVA+. Chaque fin de semaine, on fait le tour de l'actualité policière et judiciaire avec des invités experts, nos collaborateurs, des témoignages. On parle des dossiers en cours toutes les fins de semaine sur LCN. Je connais ce territoire mieux que toi. L'endroit est très dangereux. Je peux pas mourir ici. Il se passe des trucs bizarres. Ces aurores ramènent toutes à des époques différentes. Vous ne pouvez pas retourner dans le futur. C'est quoi ça? Encore un lézard? J'ai jamais vu un lézard aussi imposant. La Bréa, le gouffre, jeudi, 21h. Econoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50%. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Econoplus. Moi, si mon rêve, c'était d'avoir plus de temps à consacrer à mon passe-temps. On vous accompagnerait. Et si mon passe-temps se mettait à prendre toute la place? Aussi. Chez SFL, nos conseillers indépendants vous accompagnent à chaque étape de votre vie. Les passagers Gauthier et Morin en provenance d'un gros dégât d'eau le mois dernier sont priés de se présenter à bord du vol Calinette pour la destination de leur choix. Imaginez, jusqu'au 30 mars 2024, c'est un gagnant aux 10 jours pendant 300 jours. Et qui sait, vous pourriez être l'un d'eux. Alors, vous avez choisi votre destination? Un dégât d'eau, je gage. Même pas. On a juste fait nettoyer nos conduits de ventilation. Les 30 ans de Calinette, ça se fait partout au Québec. Des fois, on préfère définitivement passer plus de temps devant notre petit écran qu'au petit coin. Pour un soulagement tout en douceur, mettez Laxadé au programme, le laxatif le plus recommandé. Pour commencer la journée, j'ai des incontournables. Mais surtout, j'ai besoin du Québec matin. L'actualité, la météo, le sport, le showbiz, la politique, c'est ça mes essentiels. Le Québec matin, en semaine de 5h30. Ici Simon Philibert. Cet automne, j'anime l'émission À vos affaires. Votre rendez-vous pour tout savoir du monde de l'économie.
budget, inflation, taux d'intérêt. Bref, je prends le temps de vous simplifier tout ça. Notre équipe vous fait visiter des entreprises d'ici et on vous fait vivre notre fameux combat des circulaires. Je vais prendre le temps en direct de répondre à toutes vos questions. Simon! Je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions, mais une à la fois. À vos affaires avec Simon Philibert, en semaine, 18h30. Simon? Et on termine la première heure du TV à midi avec la météo complète du Québec après le week-end difficile. C'est un peu mieux aujourd'hui quand même. Week-end partagé, effectivement. Ouais. Alors aujourd'hui, disons que la semaine commence bien. Les températures sont légèrement au-dessus des valeurs saisonnières. Il y a un petit peu d'humidité dans l'air également. Alors le ressenti pour ces secteurs, on parle de 27 à 30 pour aujourd'hui. On se déplace. On sent une certaine humidité également pour la région de Québec et sur la Beauce où ça se dégage là, au moment où on se parle. Bref, il y a du soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean vers le Bas-Saint-Laurent également. Un peu plus à l'est, donc la grisaille, là, c'est sur ces régions, sur la Basse-Côte-Nord, la région de la Gaspésie, les îles également, un petit 5 à 10 mm à venir chez vous aujourd'hui. Sur l'ouest de la province, donc on a des averses à venir là, au courant de l'après-midi sur Rouyn-Noranda, Val-d'Or, système à vos portes. Alors ça va commencer à se manifester au courant des prochaines heures. Sur l'Outaouais, magnifique journée sous le soleil. On a du temps un peu plus couvert à la baie James, des averses à Fermont, Coudjouac, 14 degrés, ciel variable. Et voyons voir qu'est-ce qui nous attend à plus long terme. Donc, cette pluie qui commence à se pointer là chez vous aujourd'hui. Disons que ça s'intensifie au courant de la nuit et de la journée de demain. Donc, en tout et pour tout, 50 de millimètres et plus potentiellement. Dites-vous que si vous êtes plus près de la frontière ontarienne, c'est les régions qui recevront le plus de pluie. Alors, on sent que ça s'installe, entre autres sur Rouen au courant de la nuit. Pour les autres secteurs, pas de problème. Possibilité d'averse sur Gaspé, mais c'est vraiment dispersé. Demain, donc, on parle de 30 à 40. Ça va toucher la région de l'Outaouais également. Ça se couvre sur le sud, des averses en après-midi, sur l'Estrie, la région de Québec. Et mercredi, milieu de la semaine, la grisaille qui va toucher à peu près toutes les régions. C'est de courte durée. On s'enligne vers une belle fin de semaine par la suite. Merci beaucoup, Brigitte. La diaspora marocaine ébranlée à la suite de ce terrible séisme. Le bilan des victimes s'alourdit d'heure en heure, mais l'espoir demeure de retrouver des survivants. Le gouvernement Legault annoncera au cours des prochaines minutes la reconstruction de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un projet colossal qu'on va vous présenter en direct à la conférence de presse. Message touchant de Carrie Price, une femme en fin de vie qui réalise un rêve. Si vous nous suivez sur TVA, merci d'être là. Restez avec nous. On va parler de Carrie Price. Vous allez voir, c'est très touchant dans un instant. D'ailleurs, la deuxième heure du TV à midi, avec, entre autres, la conférence de presse de Christian Dubé. Cette deuxième heure commence maintenant.